Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde. À mes côtés, Hassan Diop de Radio France Internationale, Sabine Sessou d'Afrique Magazine et Trésor Kibangula de Jeune Afrique. Au nom de toute l'équipe, belle et heureuse année 2017. Au sommaire, la RDC, après moult négociations, la conférence épiscopale congolaise est parvenue à un accord signé par l'opposition et seulement quelques représentants de la majorité. Si cet accord est respecté, il devrait permettre une gestion collégiale du pouvoir au lendemain de la fin officielle du mandat de Joseph Kabila. L'année 2017 verra l'organisation de 3 scrutins, la présidentielle, les législatives et les régionales. Au Mali, partenariat pour la paix et l'émergence, ce sera le thème du 27e sommet Afrique-France qui se tiendra à Bamako les 13 et 14 janvier. Les deux parties seront-elles en mesure de poser les jalons d'un véritable partenariat gagnant-gagnant? C'est ce qu'espèrent les chefs d'entreprise qui se réuniront dans la capitale malienne en marge du sommet. Par ailleurs, après les années de crise qu'a connu le Mali, ce sommet devrait marquer le retour des investisseurs. En RDC, il aura fallu l'intervention de l'Église catholique pour éviter in extremis la crise politique qui se profilait au soir de la fin du mandat officiel du second et dernier mandat de Joseph Kabila. L'accord prévoit le maintien au pouvoir du chef de l'État jusqu'à l'élection du futur président, élection qui interviendra fin 2017 et non plus en avril 2018, comme le prévoyait le précédent accord obtenu sous l'égide de l'Union africaine. Le reportage d'Abla Jounaïdi. Après de longues heures d'attente, pouvoir et opposition signent enfin l'accord de transition qui doit leur permettre de co-gérer le pays d'ici la fin de l'année. Un compromis trouvé sous l'égide de l'Église catholique et qui règle les principaux points de contentieux. Le second et dernier mandat du président de la République, qui s'est achevé le 19 décembre 2016, n'est pas renouvelable. Le chef de l'État n'abriguera pas un troisième mandat. 2. Cependant, le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Le président Joseph Kabila et le leader de l'opposition Étienne Tshisekedi étaient absents, mais ils pourraient à leur tour apposer leur signature dans les prochains jours. L'opposition salue pour le moment cet accord historique entre Congolais. Je voudrais rendre un vibrant hommage aux évêques, à la Cinco particulièrement, parce qu'ils ont réussi un exploit considérable. Un dialogue avec moins de 50 personnes, un dialogue entre Congolais, alors que même nous avons pensé que pour avoir des garanties de réussite, il fallait un représentant de la communauté internationale. Les évêques promettent aussi d'aider à trouver une solution au cas de l'opposant en exil Moïse Katumbi, poursuivi par la justice de son pays. Sur Twitter, le candidat à la présidentielle prévu fin 2017 a déclaré n'avoir pas voulu faire de son cas un point de blocage pour l'accord. Il a laissé son intérêt personnel de côté, parce que Dieu sait si c'est difficile de vivre en exil avec la seule perspective d'être arrêté dans son pays. Le plus dur reste à faire désormais, faire respecter l'accord. Le Conseil national de suivi réunissant les signataires a été mis en place pour cela. Et surtout, organiser les 3 scrutins, présidentiels, législatives et provinciales, d'ici la fin de l'année. Hassan Diop, la voie de la sagesse a prévalu et on a pu éviter le pire. La médiation conduite par l'Église catholique s'est avérée plus efficace que celle conduite par l'Union africaine qui avait été vivement contestée par l'opposition. Oui, la médiation, la fameuse médiation d'Edem Kodjo, dont Edem Kodjo est d'ailleurs particulièrement satisfait, sauf, comme on l'a compris, une bonne partie des Congolais et des dirigeants congolais. Donc il faut saluer en effet l'intervention, cette médiation de l'Église congolaise. Ce n'est pas l'Église qui s'est mêlée de politique, mais c'est l'Église qui a été sollicité par les politiciens pour dénouer une crise qui aurait eu des conséquences absolument tragiques pour tous les Congolais. Donc, comme déjà en 91 au moment de la conférence nationale. Exactement. Donc d'ailleurs, je pense que c'est dans la tradition congolaise que l'Église, que la religion joue un rôle important lorsque effectivement le pays est en crise du fait des politiques. Ce qui ne veut pas dire par là que l'activité politique ne soit pas une conception fondée sur la laïcité au Congo. Donc il faut saluer effectivement ce tour de force des évêques congolais. Ensuite, il faut aussi peut-être saluer le fait qu'effectivement, il y avait un léger suspense depuis la fin de ces négociations, depuis cet accord sur la décision de Kabila de reconduire ou pas cette mission, cette médiation, pour parvenir effectivement à faire appliquer la partition qui a été dessinée donc à l'issue de ces
2 semaines de négociations. Il faut aussi saluer l'élégance de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui, malgré son exil judiciaire, que l'on connaît, a dit, voilà, je ne veux pas que mon sort soit lié à la signature ou non de l'accord, car ça ne pourrait que retarder effectivement un consensus. Alors le consensus est là, reste à savoir maintenant si ça sera mis en œuvre, parce qu'effectivement il y a toujours des points de blocage. On a vu par exemple le MLC de Jean-Pierre Bemba, des partisans élever la voix en disant quoi, on n'a pas pris en compte notre point de vue, on nous a pas véritablement associés, on s'est rangé derrière le rassemblement, le groupe donc sous la houlette d'Étienne Tshisekedi. Et puis enfin, on va peut-être revenir là-dessus. C'est au fond ce groupe, au niveau en tout cas de l'opposition, ce groupe du rassemblement qui sort grand vainqueur de ces accords arbitrés par l'Église, dans la mesure où c'est M. Étienne Tshisekedi, à 84 ans, qui va diriger donc le fameux comité de suivi. Et puis alors on parle de son fils Félix, Félix qu'on a entendu dans le sujet d'ailleurs se féliciter de cet accord, et on le saurait pour moi. Donc c'est son fils qui serait sans doute pressenti pour être Premier ministre. Alors, de là au népotisme, il n'y a qu'un petit pas. Malgré tout, Trésor Kibangula, pour l'heure, cet accord n'est qu'un demi-succès, parce qu'il y a plusieurs personnalités de la majorité qui ne l'ont toujours pas paraphé. Donc, la majorité présidentielle a bien signé, mais beaucoup au sein de cette plateforme qui se trouve au pouvoir disent qu'on a signé sous réserve. Certains classiques de la majorité présidentielle, en effet, estime que certaines clauses de cet accord arraché in extremis, comme vous l'avez dit, violeraient des dispositions constitutionnelles. Ils sont un peu énervés contre le fait que ce soit marqué, noir sur blanc, enfin, que le président de la République ne pourra pas recourir à un changement de la Constitution, ni par voie légale, ni par voie référendaire, au courant de cette période de transition qu'ils ont appelée la période préélectorale et électorale. Mais, comme a dit Alassane Diop, les chefs de l'État a reconduit, a très fait confiance aux évêques, donc a validé la mission des bons offices des évêques, et aussi cet accord a donné son cutus lorsque les évêques sont allés le rencontrer le mercredi dernier. Donc, malgré ces réserves de certains classiques de la majorité qui ont peur de perdre leurs avantages, si Kabila aujourd'hui réussit à négocier sa sortie honorable, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ces gens qui l'ont soutenu, beaucoup sont sous les coups des sanctions américaines, de l'Union européenne. Voilà, ces gens-là qui essayent aujourd'hui peut-être de prendre en otage tout un pays, parce qu'il y a une petite voie de sortie pacifique qui se décide, mais il y a de volonté des uns et des autres qui risquent, des intérêts surtout égoïstes des uns et des autres qui risquent de tout faire capoter. Donc le plus dur reste à venir, quoi. Sabine Sesson, ça chemine donc inévitablement vers une cohabitation. Oui. Bon, beaucoup de gens doutent de l'avenir de cet accord. Il faut se dire que tout le monde est sous pression, en fait, au Congo. Kabila est sous une pression incroyable. L'opposition aussi, d'une certaine manière, parce qu'elle ne peut pas prendre la responsabilité d'appeler à des manifestations qui reviendraient à brûler le pays. Donc, ça donne espoir, et en même temps, cette cohabitation s'annonce difficile, puisque déjà, Sami Badibanga, qui a été nommé éphémère Premier ministre. Premier ministre, conteste l'accord. De quelle base dispose-t-il? On ne sait pas vraiment. Ce qui est le plus inquiétant, à mon avis, c'est ce qui se passe dans l'est du Congo, et il y a une reprise des attaques des groupes armés, de l'insécurité. Et si l'est du Congo rebascule dans la violence, le pouvoir risque de trouver encore une excuse pour reporter les élections, parce qu'on ne peut pas faire des élections nationales sans tenir compte de l'est du Congo. Joseph Kabila est donc finalement un des gagnants de cet accord, puisqu'il se maintient au pouvoir, non pas pour 2 ans, comme avait prévu l'accord signé sous l'égide de l'Union africaine, mais pour 1 an.
Oui, en tout cas, c'est l'un des grands vainqueurs et s'il a accepté ce compromis, bon, c'est une preuve de sagesse, puisque tout le monde était finalement parvenu, tout le monde était convaincu qu'on ne pouvait pas organiser ces élections en temps et en heure. Il faut toujours revenir sur les motifs finalement de ce glissement, c'est-à-dire de cette transition d'un an environ qui se dessine. C'est parce qu'effectivement, les élections n'ont pas pu être organisées en temps et en heure. Alors, à tort ou à raison, on accuse le pouvoir d'avoir fait... d'avoir tardé à réagir, d'avoir délibérément laissé finalement la situation se pourrir et aboutir, ne serait-ce que pour gagner du temps, et donc botter en touche ensuite pour dire voilà, on reporte les élections. Grand gagnant, je ne sais pas, mais en tous les cas, pour le coup, il a fait preuve de sagesse, parce qu'effectivement, comme le dit mon confrère de Jeune Afrique, il a cédé quand même sur un certain nombre de choses, et que un certain nombre de ses partisans ne sont pas forcément d'accord. C'est là où on se rend compte que finalement, que le pouvoir en Afrique, c'est pas uniquement le pouvoir, évidemment, il est personnifié au plus haut niveau par le chef de l'État, par le président, mais dans la réalité, finalement, le pouvoir est beaucoup plus diffus et entre les mains également d'autres acteurs plus ou moins visibles et qui sont visibles parfois lorsqu'on prend des sanctions contre eux, lorsque l'Union européenne décrète des sanctions, lorsque les États-Unis ont récemment décrété des sanctions. Moi, honnêtement, pour en revenir, je dirais, c'était la meilleure sortie de crise que l'opposition et le pouvoir pouvaient, je dirais, mettre en place. Mais je reviens aussi sur le fait que finalement, que tout ça ne repose sur aucune légitimité populaire. Est-ce que c'est une jurisprudence dont pourraient s'inspirer d'autres pays ? Mais évidemment, mais c'est toujours au-dessus, c'est sur la tête du peuple. Parce que le peuple n'a pas eu son mot à dire. Au détriment du peuple. C'est un arrangement entre des dirigeants politiques, et parfois on a même fait appel à un arbitre extérieur au pays, M. Edem Kodjo, qui s'est permis dans des interviews de critiquer des acteurs politiques congolais de tous bords, etc. Ce que moi je juge déplacé. Donc finalement, ce qui est à déplorer dans cette affaire, même si effectivement ça a permis de dégoupiller une bombe qui aurait pu faire beaucoup de dégâts, cette crise, il n'empêche que, je dirais que tout ça ne repose pas véritablement sur une légalité incontestable. Mais Sabine Sessou. L'un des facteurs de pression quand même qui a joué fortement sur le camp du pouvoir, ça a été le climat presque insurrectionnel qui s'est révélé dans le rapport de force, le évidemment. 19 décembre. Parce que... D'ailleurs, j'étais assez frappée par le décalage entre les informations qui parvenaient du Congo ce jour-là, ces 2 jours-là, le 19 et le 20 décembre, et ce qu'on pouvait lire dans la presse internationale et dans les dépêches de l'AFP. Il y avait un énorme décalage entre ce que les Congolais rapportaient et ce que la presse rapportait. 20 morts, plus de 100 morts, d'un côté comme de l'autre. Donc, je pense que l'état d'insurrection latente qui peut y avoir dans le pays depuis janvier 2015... fait que finalement le peuple fait porter sa voix par le biais de cette pression. Il est majoritaire, quel que soit X, quelle que soit la donne. Et j'étais à Kinshasa. Oui, j'étais à Kinshasa pendant cette période, du 19 et 20 décembre, et on a assisté au fur des jours, lorsqu'on s'approchait de cette date fatidique pour beaucoup, à la montée de tension. La ville a été quadrillée, Kinshasa, Lubumbashi, les autres villes du pays, Goma, Bukavu. Les militaires étaient partout pour faire peur, pour intimider le peuple. Et malgré tout cela, le 19 à 23h, à partir de 23h déjà, les gens n'ont même pas attendu 23h59. À partir de 23h, dans des quartiers populaires de Kinshasa, les gens ont commencé à siffler pour rappeler au chef de l'État que son mandat était fini et qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec n'importe quel compromis qui prolongerait les mandats du chef de l'État. Et là, les militaires qui étaient déployés un peu partout ont commencé à tirer. Il y a eu échange des coups de sifflet, des coups de balles réels. Et on a compté aujourd'hui, les Nations Unies parlent de plus de 40 morts. Comme disait mon voisin, c'est le peuple. Moi, je pense en tout cas, c'est le peuple qui est le plus grand perdant dans cette histoire. Parce que le peuple congolais a donné 5 ans à Joseph Kabila au pouvoir depuis aujourd'hui. 10 ans, il a plus de 15 ans. Voilà, il a fait des mandats électifs. Et il était à la fin, au terme de son second mandat et dernier mandat constitutionnel. Et là, il doit continuer parce que les politiques se sont retrouvés à la Senco avec les évêques
pour décider de prolonger son mandat, qu'il reste au pouvoir. Un conseiller du chef de l'État m'a confié encore avant-hier que nous, notre grande victoire, c'est effectivement que les autres reconnaissent que le président va rester jusqu'à ce qu'on puisse élire un nouveau président. L'accord signé dit tout simplement que fin décembre, on va organiser la présidentielle. Mais il n'y a pas de garantie aujourd'hui que ce délai va être respecté. À présent, le Mali, les 13 et 14 janvier, une trentaine de chefs d'État sont attendus à Bamako pour le 27e sommet Afrique-France, dont le thème est pour le partenariat, la paix et l'émergence, une rencontre qui permettra entre autres de redéfinir les axes de coopération entre le continent et la France. Je vous propose d'écouter Abdoulaye Coulibaly, président du comité d'organisation de ce 27e sommet, une interview accordée à Christian Eboulé. En tenant ce sommet ici, on envoie un message fort au reste de l'humanité, mais surtout aux terroristes. Il faut situer le contexte. Un monde envahi par une crise multiforme, essentiellement dominé par le terrorisme, les attentats. Et le Mali a été, à un moment, 2012, une sorte d'épicentre avec la crise qui a secoué l'ensemble du pays et dont les zones de choc se sont propagées. Les zones de choc sont parties jusqu'à une menace en Algérie. L'Algérie, c'est le sud de la France, donc le sud de l'Europe. Et donc, le feu était à la frontière de l'Europe. Et quand la crise malienne commençait encore une fois, beaucoup de gens d'Afrique centrale pensaient que c'était un problème maliano-malien, mais aussi un problème de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à ce qu'on voit la jonction entre les terroristes du Mali et Boko Haram. Donc, les gens ont compris qu'il faut mutualiser les dispositifs de sécurité pour faire face à ça. Et donc, la crise malienne a révélé l'importance de l'interdépendance mondiale pour qu'il y ait la paix. Avec ce qui s'est passé, beaucoup de gens ont déserté le Mali. Les hôtels sont en détresse, les guides touristiques sont en détresse, l'artisanat en détresse. Mais en voyant 60 délégations au Mali, environ aujourd'hui, au moment où je vous écris, il y a 38 chefs d'État qui ont confirmé leur arrivée. Le patron de l'Union européenne, le patron de l'Union africaine, le patron du FMI, de la Banque mondiale, lorsque tous ces gens sont réunis dans un même lieu, ça montre aux investisseurs, c'est une destination fréquentable. Un enjeu pour le Mali, la tenue de ce 27e sommet, Assane Diop. À entendre le patron de l'organisation de cette rencontre, il y aura du beau monde. Bon, il faut s'en féliciter, puisque on redoute toujours le terrorisme, comme il l'a souligné au Mali. Il y a eu l'insécurité n'est pas totalement maîtrisée à travers le pays. Il y a le problème... Surtout dans le Nord. Surtout dans le Nord, et je dirais que, voilà. Et surtout, je crois, ce 27e sommet Afrique-France, pour François Hollande, c'est un peu l'image de la fin d'un début aussi, quelque part, de sa politique africaine, puisque dès qu'il est arrivé aux affaires en janvier 2013, il a envoyé l'armée française pour stopper ce mouvement des forces djihadistes qui allait envahir tout le Mali, et tout le monde a salué, en tout cas les hommes et les femmes raisonnables ont salué cette action politique, et je crois que ça a été un peu, si je puis me permettre l'expression, sa tête de gondole pendant longtemps de sa politique étrangère. Il ne pouvait pas y avoir de discours de François Hollande sans citer le Mali et l'action de l'armée française au Mali, et ça continue. Et je crois que donc ce sommet dont il sera l'une des vedettes sera là aussi donc son sommet entre guillemets testamentaire, et qui va où il va revenir évidemment sur cette solidarité de la France historique, puisqu'il disait l'Afrique a aidé la France pendant les deux grandes guerres, et que finalement que c'est un juste retour des choses, et que le terrorisme menace non seulement l'Afrique, le Sahel, mais ce terrorisme menace aussi l'Europe, la France, et on l'a vu effectivement, les Français l'ont vécu dans leur chair. Bon, donc il y a cet enjeu-là. Alors il y a l'enjeu aussi du partenariat, puisqu'on parle de l'émergence, c'est un mot qui revient souvent dans la bouche des dirigeants. Un partenariat
gagnant, disent-ils. Voilà. C'est une expression aussi qui revient souvent. Galvaudé. Et le mot émergence est un mot aussi de plus en plus galvaudé, parce qu'il n'y a pas de contenu dedans, il n'y a pas d'architecture, il n'y a pas de politique. Et lorsqu'on nous parle de l'Afrique, d'ailleurs, on l'a souvent dit ici sur ce plateau, qu'on nous sert toujours la croissance, mais tout le monde sait très bien que cette croissance n'est pas inclusive. Il suffit de visiter une capitale africaine pour voir, comme à l'époque coloniale, finalement, que la ville, au moins, est divisée en deux parties. D'un côté, une partie résidentielle où vivent les privilégiés, et de l'autre, une partie, la cité, avec les médinas, avec leur pauvreté, etc., etc. Bon, est-ce que ce sont les hommes d'affaires français qui vont aider l'Afrique à l'émergence? Je n'y crois pas. Ils vont peut-être aller à Bamako pour discuter avec leurs partenaires, discuter avec les jeunes, mais je ne crois pas qu'ils vont aider l'Afrique à atteindre cette émergence, parce que c'est pas dans leur intérêt. Mais c'est quand même dans l'intérêt des entreprises françaises que le développement économique de l'Afrique soit réel. Pas forcément, parce que dans ce cas-là, Denise, les chefs d'État, les entrepreneurs africains auraient exactement les mêmes chances que les entrepreneurs français en Afrique. Or, ce n'est pas le cas. En France, aujourd'hui, les taux les taux d'emprunt sont de 3%. Dans les pays d'Afrique francophone, on est encore adossé au franc CFA. Donc, on subit en revanche les avatars d'être adossé à l'euro, mais pas les avantages, parce que les taux de prêt sont à 13% quand tu es un entrepreneur. Donc, comment veux-tu, en tant qu'entrepreneur malien, sénégalais, concurrencer un entrepreneur français, même de PME, et a fortiori concurrencer M. Bolloré, qui est partout dans toutes les activités? Vous partagez cette analyse d'Hassane, Sabine? Bien sûr, plus que jamais, puisque personnellement, je reviens d'Afrique du Sud et je trouve ça choquant qu'on soit en 2016. On est quand même en 2017. Pardon. On est en 2017 et on est encore en train de parler de partenariat gagnant-gagnant, comme s'il n'y avait pas eu 50 ans derrière d'indépendance, de pseudo-indépendance, avec des monopoles. Et ce que la France sait très bien faire, c'est-à-dire la chasse gardée, le maintien de ses privilèges, la reproduction des élites, la mainmise sur les marchés, la logique du précaré. Et je pense qu'il y a aussi une autre anomalie dont personne ne va parler dans ce fameux sommet, qui est le fait que la France se pose comme le gendarme de l'Afrique francophone et peut-être même anglophone avec son implication dans la lutte contre Boko Haram. Je pense que c'est une anomalie historique, c'est complètement anachronique. Et quand on revient d'une Afrique anglophone développée et décomplexée et avec un semblant de vision, disons, on se dit, mais est-ce qu'on est encore au 19e siècle ou bien on est en 2017 là ? Est-ce qu'il ne faudrait pas un jour se poser la question de savoir si ces sommets qui coûtent très cher ne sont pas des montagnes qui accouchent de souris, sont totalement inutiles? Ok, les présidents vont se parler. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se parler dans d'autres enceintes, à d'autres occasions? Et est-ce qu'ils ont vraiment besoin de faire des sommets paternalistes et complètement anachroniques en 2017? Trésor Kibangula, alors ce sommet de Bamako, un sommet pour rien? Je pense pas que ce soit un sommet pour rien, parce qu'aujourd'hui, la France, elle est dans une stratégie aussi de confirmer son statut d'interface crédible entre l'Afrique et les autres partenaires internationaux. On l'a vu avec François Hollande, les implications de l'armée française dans le Sahel, au Mali, en Centrafrique. Aujourd'hui, les armées africaines ne sont pas encore à mesure de jouer ces rôles-là de maintien de la paix dans leur pays. Alors, il y a même l'Union africaine, c'est inscrit dans la logique de maintien de la paix. Il y a un Conseil de sécurité des paix. Mais est-ce qu'on a des moyens aujourd'hui nécessaires pour assurer la paix chez nous? Mais bien sûr. Mais bien sûr que oui. Non, Sabine. Sabine, non, ce n'est pas vrai. Il faut reconnaître une chose, c'est que malheureusement, les armées africaines ne sont pas aujourd'hui organisées, structurées pour se défendre contre des menaces comme Boko Haram. Même le pays
pays le plus puissant d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, a du mal à vaincre Boko Haram. On nous apprend tous les jours que Boko Haram a été vaincu dans son fief de la forêt de Sambisa, qu'on a délivré X otages, etc., etc. Tout ça, c'est du pipeau. Avec l'aide d'ailleurs de beaucoup de la France, des États-Unis, mais aussi surtout des armées sous-régionales. On commence maintenant effectivement à prendre en compte l'aspect de l'utilisation normale d'une armée républicaine. Jusqu'ici, malheureusement, nos armées défendaient des pouvoirs en place, défendaient des systèmes, défendaient des dictateurs et non des pays contre des menaces telles que le terrorisme. Maintenant, aujourd'hui, on commence à ouvrir les yeux. Mais j'insiste et je le dis honnêtement, sans l'intervention de la France au Mali contre les groupes djihadistes, ce pays était perdu. Je suis d'accord. Et que dire de la Centrafrique? Je suis d'accord, Hassan, mais il y a une question de volonté politique et de serpent qui se mord la queue aussi. Oui, parce que tant que les Français feront le travail, les Africains ne le feront pas. Et tant qu'il n'y aura pas la volonté politique d'asseoir une souveraineté sur une politique de défense pleinement autonome et assumée, comme dans plusieurs pays d'Afrique qui ont des armées respectées et fortes, il y a l'Angola, l'Afrique du Sud, le Rwanda, il y a des pays avec des armées fortes, le Burundi... Oui, mais le principal accusé ne peut pas être la France. Ce sont les pays africains qui ne se sont pas préparés à ce genre de situation. Mais juste quand vous me parlez de l'Angola, juste un mot, c'est que l'Angola, par exemple, a utilisé quand même son armée pour aider des groupes ou des régimes peu recommandables. Voilà. Mais c'est une armée qui est capable de protéger son territoire. Ça sera le mot de la fin. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, Sabine Sessou d'Afrique Magazine et Trésor Kibangula de Jeune Afrique. Vous pouvez revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité.